Bonsoir ou rebonsoir, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de notre soirée spéciale législative. Il est 21h10, le dépouillement se poursuit un peu partout dans la région. Alors on le disait tout à l'heure, avec la participation en forte hausse, plus de 20 points par rapport à 2022, ça va forcément prendre plus de temps pour avoir des résultats consolidés. Mais nos équipes sur le terrain vont sans doute avoir assez vite maintenant des tendances dans les QG, des indiscrétions aussi auprès des candidats. Et puis nos journalistes sont aussi mobilisés ce soir pour alimenter notre site internet et nos réseaux sociaux en temps réel. William, de nouveaux invités nous ont rejoints, on va les présenter. Lamy El Arrach, porte-parole du Parti socialiste et adjointe à la maire de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Pour les écologistes, Eva Sas, députée sortante à Paris et de nouveau candidate. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Milosevic, responsable du Rassemblement national en Essonne et candidat dans ce département. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et enfin, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy. Merci à tous. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, on va aller tout de suite en Seine-et-Marne. Dans ce département, les bureaux de vote sont fermés depuis un peu plus de 3 heures. Maintenant, Carla Carrasquera, je crois que vous avez au moins un premier résultat définitif. Oui, Marlène, un résultat donc en Seine-et-Marne dans la 4e circonscription. La députée sortante LR est en difficulté. Isabelle Périgot obtient 28% des suffrages. C'est le candidat du Rassemblement national, Julien Limongi, qui arrive en tête avec 47,6% des voix. Mathieu Garnier de la France Insoumis se maintient avec 20,9% des voix. Ce sera donc une triangulaire au deuxième tour. Merci Carla. La Seine-et-Marne, un département où le RN progresse à chaque élection. Il avait décroché un siège de député il y a 2 ans. On va retrouver maintenant Cécile Claveau du côté de Fontainebleau. La quasi-totalité des bulletins ont été dépouillés. Je crois, Cécile, vous avez donc une tendance assez nette à présent. Oui, Marlène. Alors ici, à Fontainebleau, le dépouillement est terminé. Je vous le disais tout à l'heure, Frédéric Valletoux arrive en tête dans cette ville. Mais ce n'est pas le cas dans toute la totalité de cette 2e circonscription de Seine-et-Marne, puisque selon les résultats qui nous remontent, ce serait la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova, qui arriverait en tête. Derrière elle, Frédéric Valletoux. Et puis ensuite se qualifierait également peut-être pour le 2e tour la candidate du nouveau front populaire, Nour Benaïssa Ouadbo. Ce serait donc une triangulaire qui se profilerait pour le 2e tour des législatives. Dans cette circonscription, si à Fontainebleau, les électeurs ont donné plutôt Frédéric Valletoux arrive en tête, ce ne semble pas être le cas dans les franges plus rurales de cette 2e circonscription de Seine-et-Marne, qui, je vous le rappelle, regroupe notamment les communes de Fontainebleau, Château-Landon ou encore Nemours. Merci Cécile, et vous nous tenez évidemment au courant au fur et à mesure des résultats. Avant de donner la parole à nos invités, je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, s'est exprimé il y a quelques minutes. Au vu des premières tendances, il est plutôt optimiste. On l'écoute. J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. J'entends être le Premier ministre du quotidien, celui qui placera dans ses grandes priorités la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité partout sur le territoire et bien sûr la reprise en main de notre politique migratoire. Et il est temps de donner la parole à nos invités. Je m'adresse d'abord aux représentants du Rassemblement national, les projections nationales, vos candidats en ballotage favorable, on l'a entendu, en Seine-et-Marne. Comment jugez-vous, Stéphane Milosevic, la situation ce soir ? On est ravis du score qu'on semble avoir. J'attends les résultats définitifs, évidemment. On reste très prudent parce qu'on souhaite qu'au second tour, évidemment, ces résultats se concrétisent et qu'on ait la majorité absolue au Parlement d'ici 8 jours maintenant. Vous voyez ces appels au désistement en ce moment oui, pour je les vous vois faire fleurir. barrage ? Je les vois fleurir, mais bon, on a confiance dans nos électeurs et les Français ont maintenant compris que notre programme est le seul à répondre à leurs exigences. On est le seul à répondre, que ce soit sur la question du pouvoir d'achat,
de la sécurité ou de l'immigration. Ce sont vraiment les attentes des Français et notre programme les comble ce soir, vu les résultats. Eva Sas pour Europe Écologie, votre réaction aux tendances nationales, le nouveau Front populaire est donné pour l'instant autour de 28% des voix. C'est un beau résultat, mais l'enjeu de cette soirée, je crois, c'est vraiment qu'on voit qu'il va y avoir énormément de triangulaires. Et l'enjeu, c'est de savoir s'il va y avoir un désistement pour faire barrage au Rassemblement national. Mais d'ailleurs, pas seulement pour faire barrage au Rassemblement national, mais aussi pour avoir une majorité stable en France. Et la seule majorité stable qui peut être alternative au Rassemblement national, c'est celle du nouveau Front populaire. Donc j'espère que tout le monde sera aussi clair que nous l'avons été. Nous appelons nos candidats à se désister lorsqu'il y a risque d'avoir un candidat RN élu sur leur circonscription. Et on apprend que le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, pour le Parti socialiste, appelle les soutiens d'Emmanuel Macron et les Républicains à se désister également en votre faveur. C'est Absolument. un bon signe. Je pense que c'est très important qu'il y ait un désistement de tous les partis qui se disent républicains pour empêcher l'accession du RN au pouvoir. C'est vraiment l'enjeu de cette soirée et du 7 juillet. J'imagine que vous êtes d'accord, Lamia Larrache, pour le Parti socialiste? Complètement. L'ensemble des forces politiques progressistes républicaines doivent aujourd'hui s'unir, faire un front républicain face à l'imminence potentielle de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Je pense que ce soir, l'heure est à une très grande gravité. Il va y avoir un temps d'analyse nécessaire à tout cela. Emmanuel Macron devra aussi répondre de ses actes, puisque c'est lui qui a pris la décision dans un temps absolument extrêmement contraint et d'une façon ubuesque d'organiser ces élections législatives. Qui Répondre de ses actes, pardon. Ça veut dire démissionner? Non seulement, écoutez, oui, je pense qu'à un moment ou un autre, la question va évidemment se poser. À partir du moment où il a acté sa défaite aux européennes et que la réponse a été de convoquer des élections législatives dans le cadre d'une percée historique du Rassemblement national. Vous, porte-parole du Parti socialiste, vous appelez Emmanuel Macron à la démission ce soir? J'appelle à ce qu'il y ait un temps d'analyse ultérieur qui arrive et qu'il assume à un moment ou un autre ses responsabilités. Nous allons rentrer potentiellement dans une ère d'une très grande instabilité politique. Nous, la gauche, prenons nos responsabilités. Nos candidats se désisteront partout où ils sont arrivés troisième et il n'y aura aucune hésitation de notre côté. Et nous appelons l'ensemble des forces progressistes et républicaines à faire de même. Jean-Philippe Dugoin-Clément, votre parti, l'UDI, s'est rapproché de la majorité présidentielle lors des dernières européennes. Comment est-ce que vous jugez la situation ce soir? Déjà, la situation ce soir, c'est que le Front National n'a pas encore gagné les élections, puisqu'on est sur des projections en termes de sièges qui sont entre une majorité relative ou une majorité absolue, mais on est sur une élection qui n'est pas gagnée. La deuxième chose, c'est que l'effet NUPS 2 ne produit visiblement pas les effets escomptés en termes de nombre de sièges, puisqu'on a même potentiellement moins de sièges sur la gauche sortante dans la prochaine Assemblée qu'il n'y en avait là. Troisième chose, c'est qu'il y a un bloc d'axe central qui est grosso modo autour de 30%, et on voit bien cette tripartisation qui existe de manière extrêmement forte. Dans les 30%, forte. vous mettez les Républicains. Mais quand vous prenez les gens qui ont voté entre la NUPS, qui s'est allié à LFI, et le Rassemblement national, eh bien, effectivement, on a un bloc de 30%. Et le sujet qui va se poser pour nous à l'avenir, c'est comment est-ce qu'on recompose? Comment est-ce qu'on essaye de laisser ce pays ne pas avoir le champ entre l'extrême droite et l'extrême gauche? Moi, ce que je regrette, c'est que dans ce nouveau Front populaire, eh bien, il y ait des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, qui étaient candidats ensemble. Moi, je ne considère pas que LFI, avec des gens qui tiennent des propos et des discours largement antisémites, parce qu'il faut encore parler de la dernière vidéo de M. Delogu. Ça veut dire quand on entend des appels au désistement... Ou est-ce qu'il faut parler de socialisme? Moi, je respecte parfaitement quelqu'un comme Jérôme Guedj, qui d'ailleurs, LFI a mis un candidat en face de lui. Je pense que ce travail de refus des extrêmes qui a été fait par une partie de la droite et du centre, il n'a pas forcément été fait à gauche. Non, mais pour être très concret, on entend des appels au désistement ce soir. Ça veut dire que pour vous, il ne doit pas y avoir de désistement en faveur d'un candidat LFI? Je pense que je ne considère pas qu'il puisse y avoir de désistement en faveur de candidats extrémistes. Le candidat LFI? Est-ce que M. Guiraud ou est-ce que M. Delogu n'ont pas des discours extrémistes? Alors, on a entendu depuis le début de la soirée les réactions de plusieurs leaders politiques, Marine Le Pen, Jordan Bardella, à l'instant également Jean-Luc Mélenchon. En revanche, toujours rien du côté de Gabriel Attal. On va rejoindre Yannick Le Gall, c'est lui qui suit le Premier ministre, également candidat dans les Hauts-de-Seine pendant cette soirée. Yannick, Gabriel Attal a commencé la soirée au QG de Renaissance, mais maintenant il est parti à Matignon, c'est bien ça?
Absolument, la prise de parole devait avoir lieu à l'origine au QG de Renaissance, dans le 8e arrondissement, mais c'est finalement ici, dans la cour de l'hôtel Matignon, que le Premier ministre devrait s'exprimer dans quelques minutes, d'ici 21h30, nous dit-on, endroit plus solennel face aux résultats des élections ce soir et l'arrivée en tête du Rassemblement national. Le Premier ministre qui pourrait annoncer que les candidats à Renaissance arrivés en troisième position devraient peut-être se retirer. Gabriel Attal ira ensuite dans sa circonscription à Vanves, dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine pour rencontrer ses militants à Vanves précisément, mais ce sera une rencontre en dehors des caméras. Pas encore de tendance pour les résultats de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Le dépouillement, évidemment, est toujours en cours. L'ami El Harrach, Gabriel Attal est opposé à une candidate socialiste dans les Hauts-de-Seine. Ça ne va pas être simple. Est-ce que c'est possible, selon vous, une chute personnelle du Premier ministre ? Écoutez, la première chute du Premier ministre, c'est d'abord le fait qu'il ne sera plus Premier ministre, a fortiori le 8 juillet prochain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est quand même l'échec cuisant aujourd'hui de l'ensemble des macronistes, c'est qu'ils nous ont mis dans cette situation aujourd'hui où nous, républicains, nous, progressistes, nous, humanistes, devons nous résoudre à devoir nous désister de façon systématique pour empêcher l'accession du Rassemblement national au pouvoir. Et ensuite, l'échec, j'espère qu'il subira dans les urnes le 7 juillet prochain. J'ai pas l'étiage exact et les scores, le rapport de force issu là ce soir de ce premier tour, mais j'espère que la candidate socialiste Cécile Soublet, il me semble, c'est peut-être une info qu'on aura dans la soirée. Pourra à la fois se maintenir, mais au-delà de ça, gagner. Ce serait une excellente chose et ce sera une excellente députée. Alors, le Rassemblement national, on va le rappeler, en position de force dans ce premier tour. Tout à l'heure, Aymeric Durox, le sénateur de Seine-et-Marne, nous disait tabler sur 8 circonscriptions gagnables en grande couronne. Justement, on va aller du côté des Yvelines, retrouver Antoine Marguel. Là, le RN compte aussi sur l'accord passé avec une partie des Républicains, ce qu'on a baptisé les ciotistes, pour marquer des points. Cette union des droites incarnée par Babette de Rosière, la star des plateaux télé, qui est venue, on va dire, pimenter cette campagne. Exactement, vous avez trouvé le mot parfait, puisque Babette de Rosière, elle incarne donc cette alliance LR-RN. Alors Babette de Rosière, cette restauratrice, a goûté à plusieurs cuisines politiques, si je puis me permettre, puisque elle a commencé sa carrière politique en soutenant la socialiste et maire de Paris. Ensuite, elle est allée plutôt soutenir la présidente de région, Valérie Pécresse. Il y a 2 ans, elle revendiquait une investiture Renaissance qu'elle n'a jamais eu, et aujourd'hui donc elle a cette étiquette LR Renaissance. Un petit mot pour vous dire que ici dans cette 7e circonscription, on commence à avoir les premières centaines, donc une première tendance, et manifestement en tout cas ici à Conflans-Sainte-Honorine, bureau plutôt favorable à la gauche, eh bien on a Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, qui a maintenant l'étiquette Front Populaire, qui arriverait, en tout cas pour l'instant, ce sont des résultats à prendre avec précaution, avec près de 40% en tête. Deuxième, Nadia E avec près de 30%. Et en troisième position, Babette de Rosière avec un peu plus de 22%. Mais attention, évidemment, ce ne sont pas des résultats définitifs, mais ça dessine une tendance, puisque Conflans-Sainte-Honorine, c'est le plus grand contingent de votants, en tout cas dans cette circonscription. Merci Antoine. Cap à l'est, maintenant sud-est, on va dire, dans l'Essonne, retrouver Gaël Darangos. C'est le fief, l'Essonne, hier, de Nicolas Dupont-Aignan. Les relations entre le RN et le patron de Boula France ont parfois été compliquées, Gaël. Mais cette fois, le souverainiste qui brigue un 6e mandat n'a pas d'adversaire frontiste face à lui. Absolument, Marlène. Décision prise par Marine Le Pen juste après la dissolution. Il n'y a pas non plus de candidat reconquête face à Nicolas Dupont-Aignan. Et de son côté, le président du parti Debout la France s'est engagé à présenter 80 candidats sur toute la France dans des circonscriptions où l'extrême droite n'était pas en danger. Alors si ce n'est pas une alliance, du moins ça y ressemble. Pourtant, Nicolas Dupont-Aignan le martèle, il reste indépendant. Car depuis son soutien en 2017 à Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle, il souffle le chaud et le froid, flirte parfois avec le complotisme et change de cap au gré des élections. Des changements qui lui ont valu la fuite de certains cadres de son parti en 2020 vers le RN. Mais vous savez, tout est oublié depuis. Et pour cette élection, une entente a été trouvée en un temps record et on annonce même un Nicolas Dupont-Aignan entrant au gouvernement si l'extrême droite venait à remporter les élections le dimanche prochain.
Merci Gaëlle. On va tout de suite retourner voir Carla Carrasquera. Carla, je crois que vous avez de nouveaux résultats pour nous. Oui, Marlène, toujours en Seine-et-Marne, dans la 3e circonscription, eh bien, ce sera encore une triangulaire. David Brin arrive du Rassemblement national, arrive en tête avec 38,1% des voix. Il devance le député sortant Jean-Louis Thériault. 31,7% des voix. Et en 3e position, on retrouve le candidat de la France Insoumise, la candidate Laura Vallée-Hans. Dans la première circonscription, encore une triangulaire, et c'est donc le candidat de la France Insoumise, Arnaud Saint-Martin, qui arrive en tête avec 33,3% des voix. Il est suivi du candidat LR soutenu par RN, Théo Michel, 33% des voix. Et en 3e position, donc, c'est la députée sortante Aude Luquet du MoDem qui obtient 29% des suffrages. Dans la 5e circonscription, eh bien, c'est Philippe Fontana, LR soutenu par RN, qui arrive en tête avec 41,8% des voix. Le ministre Franck Riester, le député sortant Renaissance, arrive en 2e position avec 31,4% des voix. Et le candidat de la France Insoumise, Laurie Kainberg, se maintient avec 24,5% des suffrages. Merci Carla. Et l'AFP annonce, je crois, Olivier Faure. William G. Oui, Olivier Faure, réélu dès le premier tour. C'est ça, Olivier Faure réélu dès le premier tour, pardon, je n'en étais plus sûre. En Seine-et-Marne, voilà. Dans l'ensemble, on voit qu'il y a une poussée assez forte du Rassemblement national en Seine-et-Marne, avec pas mal de candidats en ballottage favorable. Stéphane Milosevic, est-ce que vous avez, dans le département voisin, en Essonne, chiffré un petit peu des objectifs? Émeric Durox, tout à l'heure, pour la Seine-et-Marne, a été très clair avec nous. Il nous a dit qu'il veut 8 circonscriptions sur 11. Oui, bien sûr qu'on a fait des projections, mais pour ainsi dire, pour être franc, on ne connaît pas encore les résultats, donc on ne connaît pas. Lui non plus, il ne connaissait pas. C'était un objectif qu'il nous annonçait. Est-ce que vous avez un objectif? En Seine-et-Marne, les résultats étaient clos. En Essonne. Les résultats étaient terminés à 18h, donc ils avaient déjà depuis 2 heures des petites tendances. Nous, ça commence tout juste à tomber. On verra, mais effectivement, il y a des circonscriptions dans lesquelles nous avons fait de très gros scores, que ce soit la mienne dans la 3e, que ce soit aussi la 4e, la 9e, l'ancienne circonscription de Georges Tron, où Marie Guévenoux, la ministre sortante, est visiblement en difficulté également. Donc on a quelques idées de... C'est des premières estimations, mais en tout cas, on voit que vous êtes confiant. Oui, il faut être confiant. Et puis, il y a un tel engouement chez les Français. Moi, je suis sur le terrain depuis 3 semaines. Et quand je vais distribuer des tracts, on vient me les arracher des mains. Ça n'était jamais arrivé. Alors, je vais demander son point de vue à un autre Essonnien, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Vous êtes maire de Mennecy, dans la 2e circonscription de l'Essonne, gagné par le RN il y a 2 ans. Vous me dites si je me trompe, est-ce que vous vous attendez à ce que d'autres territoires de grande couronne basculent ce soir? Il y a des territoires où il y a des risques, effectivement, d'avoir le Rassemblement national qui puisse gagner des circonscriptions, notamment dans la partie la plus rurale du département. L'Essonne est assez marquée, avec une partie très urbaine, une partie beaucoup plus rurale, qui se rapproche plus de la Seine-et-Marne, d'ailleurs, sociologiquement. Ouais. Très honnêtement, quand vous entendez M. Milosevic parler d'engouement pour les candidats RN, est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain? Non, je ne parlerai pas d'engouement. Je parlerai d'un mouvement de dégagisme qui existe, qui est fort. Parler d'engouement, non. Eva Sass, vous aussi avez été une élue essonnienne il y a quelques années. Comment vous jugez ces scores de plus en plus élevés, il faut le dire, en fil des ans du RN en grande banlieue? C'est vrai que je pense qu'il y a une colère qui s'exprime face à aussi un gouvernement, enfin des gouvernements Macron qui ont méprisé l'opinion publique et qui ont imposé des solutions ou des réformes contre l'opinion publique. Donc malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avions pas pu incarner une alternative. Et s'ils se sont tournés vers le RN, je crois que tout l'enjeu de la gauche, c'est maintenant d'aller reconquérir ces électorats populaires, ces électorats qui sont déçus à raison d'Emmanuel Macron et à qui nous devons offrir une perspective d'espoir. Je crois que le nouveau Front populaire, c'est aussi ça. Vous parliez tout à l'heure, d'extrême gauche, vraiment répéter à l'envi les deux extrêmes, les propos de M. Guiraud ou le cri de campagne de M. Delogu.
Vous n'allez pas me dire ça, pas vous, je ne crois pas. Le nouveau Front populaire, c'est une alliance qui est équilibrée, qui est recentrée, qui est raisonnée, qui a déployé un programme économique qui est chiffré, qui donne la priorité au pouvoir d'achat. C'est une tambouille politique pour sauver des sièges. Absolument pas. Je suis désolé de vous le dire. Nous sommes les seuls à avoir un programme économique. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les socialistes, les communistes, tous les verts, mais ils n'ont rien de commun avec LFI. Oui. Lamia Larrache, pour le PS, je vais vous donner la parole. La gauche s'est unie, Eva Sass l'a dit, pour ces législatives. On voit que le Rassemblement national s'est également trouvé de nouveaux alliés avec les amis d'Éric Ciotti. On a le cas de Babette de Rosière. Ça peut avoir une influence. Écoutez, force est de constater, au vu des résultats, que ça a une influence, c'est clair et net. Donc il y aura un travail d'introspection, d'analyse à effectuer pour comprendre comment on en arrive là. Moi, je crois qu'on a une responsabilité, nous, hommes et femmes politiques, de gauche et de droite, dans cette faillite actuelle du pouvoir et de la façon d'exercer la démocratie. Donc il faudra se poser des questions. Et je pense qu'au lendemain du 7 juillet, nous ne pourrons plus faire de la politique de la même manière. Ça, c'est clair et net. Moi, je crois, en revanche, qu'il y a une responsabilité majeure de celles et ceux qui renvoie dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. Chacun ici connaît mes positions concernant la France insoumise. Nous avons été extrêmement clairs sur un certain nombre de députés sortants, sur un certain nombre de candidats qui ont tenu des propos qui sont absolument inacceptables. Et oui, clairement, on l'assume. Pour autant, je pense qu'un candidat ou un député LFI sera toujours préférable, évidemment, à un candidat Rassemblement national. Et quant à considérer que la France insoumise, c'est l'extrême gauche et que le RN, c'est l'extrême droite, on va juste revenir à l'état de droit. Le Conseil d'État a statué de façon très claire. Le Conseil d'État a dit que le RN était l'extrême droite et que LFI se situait à gauche. Voilà. Après, ça peut déplaire et on peut en débattre. Et vous connaissez. Je vous prierai de ne pas me couper la parole. Peut-être que ça vous pose un problème qu'une femme puisse s'exprimer. Ça fait 2 fois que vous me coupez la parole à moi et à Madame Sass. Donc vous me laissez juste terminer. J'ai beaucoup de respect pour Madame Rousseau et beaucoup plus que ce que j'en ai pour vous et pour ce que vous représentez. Moi, j'aimerais aller de respect pour vous, au bout de mon propos. Donc je disais, il y a le Conseil d'État qui a statué de façon très claire. Et je crois vraiment qu'à l'heure où on est en train de se parler, et face à l'imminence de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il faut que les républicains de tous bords se ressaisissent. Parce que sincèrement, si vous avez envie de vous réveiller le 8 juillet avec un gouvernement qui plaide en faveur du tri des Français, puisque je vous rappelle les propos qui ont été tenus sur les binationaux, qui a des antécédents historiques extrêmement on peut en parler, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, c'est possible de juste finir. Allez, je veux bien m'interrompre, il n'y a pas de sujet, mais arrêtez de me couper en permanence. Donc, je crois que face à ça, il faut que l'ensemble des progressistes se ressaisissent. Vraiment. Parce que personnellement, je ne me résoudrai pas à voir le RN gagner le 7 juillet prochain. Alors, on va poursuivre dans un instant cette discussion. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille faire un petit tour du côté de la place de la République. Vous le savez, le nouveau Front populaire a appelé un rassemblement à partir de 22h, 22h30. Mais il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, notamment réunis sur cette place de Paris. Et on va écouter certains d'entre eux entre espoir et déception à la découverte des estimations de ce soir. Déçu. Déçu parce que j'avais quand même espoir. Après, je m'attendais aussi un petit peu. Mais bon, on perd pas cet espoir pour le second tour. On va continuer à essayer de se mobiliser, sensibiliser les gens autour aussi pour les gens qui n'ont pas voté. C'est vraiment une réaction de barrage qui me semble absolument nécessaire parce qu'on a des concitoyens, des concitoyennes qui vont être directement menacés. Toutes les minorités vont subir quelque chose d'irréparable. Nous, on est là, on se mobilise. On a été républicains en 2017, on a été républicains en 2022. On leur demande maintenant au Bloc central d'être républicains en 2024 et de faire absolument barrage et d'écrire l'histoire avec nous. Alors, on le sait à Paris, le préfet de police faisait part il y a quelques jours de ses craintes quant à d'éventuels débordements à l'annonce des résultats de ce premier tour. Antoine Delcourt, vous êtes justement place de la République, beaucoup de monde, mais comment est l'ambiance pour l'instant? Est-ce que ça reste calme? Oui, effectivement, tout d'abord, beaucoup de monde. Vous savez, cette place de la République, c'est traditionnellement le lieu de rassemblement spontané, notamment après des élections. Et ça se vérifie ce soir avec, vous le voyez, cette image derrière moi assez impressionnante de milliers, au moins plusieurs milliers de sympathisants, militants de gauche qui se sont donné rendez-vous tout à l'heure après l'annonce des résultats du premier tour. Vous les avez écoutés avec beaucoup de déception, tout d'abord avec le RN qui est arrivé en tête ce soir, mais aussi l'espoir de voir
un espèce de sursaut républicain au second tour. En tout cas, tous ces militants sympathisants de gauche, beaucoup de jeunes, vous le disiez, attendent tout à l'heure la réunion du Front populaire tout à l'heure aux alentours de 22h30. La scène derrière moi est d'ores et déjà dressée avec un éclairage, de la sonorisation. Voilà, beaucoup de monde ce soir. Et pour vous répondre sur la question d'éventuels débordements, il n'y a pas d'informations particulières en ce sens. Au moins, on a tout de même constaté que des forces policières sont disposées ici ce soir et que certains commerçants autour de nous se sont, entre guillemets, barricadés pour parer d'éventuels débordements. Merci beaucoup Antoine, vous n'hésitez pas à nous faire signe dès qu'il y a du nouveau. On va repartir tout de suite en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, retrouver Cécile Claveau. Cécile, vous nous annonciez tout à l'heure une triangulaire et vous êtes avec le ministre Frédéric Valletoux. Oui, exactement, Marlène. Alors, les résultats que nous avons pour le moment, donc, comme je vous le disais, annoncent une triangulaire avec en tête la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, arrive en seconde position. Et puis, vient en troisième position la candidate du nouveau Front populaire, Nour Benaïssa Ouadbo. Alors, je suis aux côtés de Frédéric Valletoux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous attendiez à de tels résultats ? Je m'attendais à un combat très serré avec le Rassemblement national parce qu'on avait vu la poussée très forte du Rassemblement national à l'occasion des européennes. Et même si je distingue les moments politiques, je sais, pour bien connaître cette circonscription, que la tentation du Rassemblement de l'extrême droite était forte. Mais écoutez, effectivement, la candidate arrive à un peu plus d'un point au-dessus par rapport au score que moi je fais. Et donc, je prends acte effectivement de cette poussée, comme je prends acte aussi de la mobilisation très forte de l'électorat dans cette circonscription, comme d'ailleurs dans toute la France, mais quand même avec des taux de participation qui sont plus élevés. Je me satisfais vraiment aussi du score très important que m'offrent les Bellifontins, avec presque 48% des voix à Fontainebleau. C'est vrai qu'il y a dans certaines communes un soutien très fort, massif, qui doit maintenant se concrétiser au deuxième tour. Et j'attends qu'au deuxième tour, eh bien, tous les républicains, tous ceux qui partagent les valeurs de la République, se rassemblent derrière ma candidature pour battre la candidate du Front National, du Rassemblement National, et que le Rassemblement National ne représente pas le Sud Seine-et-Marne dans l'hémicycle. Où pensez-vous aller chercher les voix pour le second tour ? Chez les Républicains, chez tous ceux qui ont en partage les valeurs de la République, socialistes, écologistes, communistes, tous ceux qui sont attachés au respect des valeurs républicaines et qui n'ont rien à voir avec la conception de la République portée par le Rassemblement national. Merci beaucoup Frédéric Valletoux. Merci Cécile, à vous et à votre invité. On va retourner voir Carla tout de suite pour nous rappeler précisément, car d'abord les scores du côté de Fontainebleau et puis un autre résultat, je crois, en Seine-et-Marne. Alors, on va commencer, Marlène, d'abord avec la 9e circonscription, donc triangulaire, avec encore un candidat du Rassemblement national qui arrive en tête, Morgan Vanhanecker, 35,5% des voix. Il devance Céline Thiébaut-Martinez du Parti socialiste, 29,6% des suffrages. La députée sortante Michèle Peyron, Renaissance, arrive en 3e position avec 21,6% des voix. Et donc, on va revenir sur la 2e circonscription où le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, député sortant Horizon, arrive donc en 2e position avec 33,7% des voix. Il est devancé légèrement par la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova, 35,1% des voix. Et la candidate de la France insoumise, Nour Benaïssa, arrive en 3e position avec 23,7% des voix. Merci Carla. William, vous... Frédéric Valletoux, on l'a entendu, appelle à l'union des Républicains. On verra si la candidate LFI se désiste. Stéphane Milosevic, vous sentez que ces alliances de circonstances, est-ce que vous redoutez que ça puisse vous empêcher d'avoir une majorité absolue dimanche prochain ? Non, parce que les Français ne sont pas dupes. Ils savent très bien que les vrais républicains nous ont rejoints dans l'alliance RN-LR et que ce qui reste des républicains sortants qui veulent défendre leur siège sont en fait des macronistes cachés. Ouais, enfin là, il y a beaucoup d'électeurs de gauche dans la circonscription de Frédéric Valletoux qui vont décider du sort de cette élection. Tout à fait, vu que la candidate LFI arrive en 3e position. Donc évidemment, le
le sort de notre candidat sera évidemment dans les mains de ces électeurs-là et des éventuels encore abstentionnistes. Lamia El Harrach, vous dites, par exemple, dans cette circonscription, il faut voter pour le ministre de la Santé? Oui, sans hésitation aucune. Eva Sas, pour les écologistes? Oui, il faut être absolument clair, et c'est ce que je reproche un peu aux positions notamment de Ensemble ou de Renaissance, que les positions ne sont pas claires, alors que nous, à chaque fois... Ils ont dit on fera quelques exceptions avec certains candidats LFI qui ont eu des attitudes inadmissibles. Vous voyez bien que ce n'est pas clair. Nous, c'est systématique, ça sera chaque fois qu'on doit faire battre le candidat du Rassemblement national, nous le ferons, nous nous désistons. Êtes-vous sûr que vos électeurs vous suivront? Ça, nous ne possédons pas nos électeurs, mais nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'accession du RN au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, pardon, je me permets, mais ce qui ne veut pas dire qu'on accepte, qu'on cautionne ce qu'a fait Emmanuel Macron et son gouvernement. Soyons bien d'accord. Le ministre de la Santé, en l'occurrence, a un certain nombre de responsabilités dans la situation actuelle du pays. Mais nous estimons que face au risque et au péril de l'extrême droite, il n'y a aucune hésitation à avoir. Et nos candidats se retireront partout où ils peuvent empêcher un candidat RN de devenir député. Jean-Philippe Dugouin-Clément, votre sentiment, ces électeurs de gauche, de droite, du centre, ils peuvent être sensibles à cet appel de leurs responsables politiques, cet appel à faire barrage? Déjà, moi, je suis extrêmement prudent sur les consignes de vote des partis, parce que la réalité, c'est que les gens, à un moment, décident aussi par eux-mêmes. Et il faut toujours être très modeste sur le fait qu'on puisse dire chacun ce qu'on pense, ce qu'on fait. Mais enfin, les consignes de vote, ça fait quand même des années qu'on voit que ça a de moins en moins de poids. Voilà. Après, je pense que le sujet, il est... Est-ce que les Français se reconnaissent ou non dans l'extrême droite aujourd'hui? Force est de constater qu'il y a 33 à 34% de Français qui ont voté pour des candidats du Rassemblement national et de ses alliés, certains par conviction, d'autres par rejet, certains aussi en disant on ne sait pas, mais on va peut-être aller essayer. Ça veut dire qu'il y a 2/3 de Français qui n'ont pas voté pour ces partis-là. Et donc je pense qu'effectivement le Rassemblement national aujourd'hui n'a pas de réserve de voix, que tout le sujet du Rassemblement national qui espère quand même une majorité absolue avec 1/3 des voix exprimées, c'est-à-dire c'est une surreprésentation totale à l'Assemblée nationale. C'est le principe du mode de scrutin majoritaire à deux tours qui amplifie les dynamiques. Ce qui est assez amusant, c'est quand on reprend les déclarations de Mme Le Pen il y a 5, 10 ou 15 ans, qui est critiqué ce même mode de scrutin. Comme quoi tout est très relatif dans la vie. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui ressort ce soir, c'est que 2/3 des Français ont refusé le Rassemblement national. Et donc on est sur un parti qui n'a pas de réserve de voix. Vous vouliez réagir, Eva Sas? Non, simplement, pourquoi est-ce que nous, on prend cette position-là? C'est parce que nous sommes conscients des conséquences que ça pourrait avoir, l'arrivée du RN au pouvoir, sur les droits des femmes, sur les binationaux, sur les personnes LGBT. Donc on se tient aux côtés de ces personnes-là. Vous le savez très bien. C'est totalement démagogique. Nous tenons aux côtés de ces personnes-là, nous sommes là pour les défendre et c'est le plus important. Et pour nous, c'est le plus important. Mais comme le disait Lamia El Harrach, effectivement, ce n'est absolument pas un blanc-seing et un satisfecit à la politique qu'a menée Emmanuel Macron, bien au contraire. Alors, on va s'intéresser maintenant à une figure de la gauche. On va partir dans le Val-de-Marne où Rachel Keke avait créé la surprise il y a 2 ans, une femme de chambre propulsée à l'Assemblée nationale. Céline Cabral, ce sera peut-être un peu plus compliqué cette fois pour l'Insoumise. Et oui, Marlène, plus compliqué, mais Rachel Keke est toujours sereine et confiante. Ce sont les mots de son équipe de campagne avec qui nous sommes en contact ce soir. On se souvient tous de ce profil qui sortait du lot il y a 2 ans. Rachel Keke, première femme de chambre à entrer dans l'hémicycle pour porter la voix des travailleurs invisibles. Son style direct et ses déclarations sans filtre ont parfois créé des tensions. L'une des dernières en date, c'était il y a quelques jours, lorsqu'elle a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Ses 5 adversaires veulent donc profiter de cette image écornée au fil du temps pour faire la différence ce soir ici dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. À commencer par Vincent Jeanbrun, le maire Les Républicains de La Île-et-Rose. Vincent Jeanbrun bénéficie du soutien de la majorité présidentielle qui ne présente pas de candidat ce soir. En 2022, Rachel Keke l'avait emporté au second tour avec moins de 200 voix d'avance face à
sa rivale LREM, l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu. Merci Céline. La droite en reconquête également à Paris, direction la 4e circonscription où l'on retrouve Valentine Poncy. Valentine, on peut même dire que ça se bouscule à droite pour évincer la sortante. Vous avez des résultats partiels, je crois. Oui, dans cette salle des mariages, on peut voir déjà l'effet ou pas d'une droite qui est partie divisée avec un candidat LR et un candidat LR-RN. Sur les résultats des 17 bureaux de vote sur les 49 de la 4e circonscription, eh bien pour l'instant, c'est Astrid Panosyan-Bouvet, la députée sortante de la majorité présidentielle, qui arrive en tête pour l'instant avec 33,19% des voix dépouillées. Le candidat LR, Geoffroy Boulard, lui arriverait en 2e position avec 24,39% des voix. Et puis Théa Fourdrinier, candidate Place Publique pour le nouveau Front Populaire, se qualifie aussi pour un 2e tour avec, pour l'instant, avec des premiers résultats autour de 22,8% des voix déjà dépouillées. On s'achemine peut-être vers une triangulaire, puisque la participation dans cette circonscription a été particulièrement forte, avec 73% de participants. Merci Valentine Poncy. Eva Sas, vous aussi êtes députée sortante à Paris. Et déjà, je vous vois sur votre téléphone. Est-ce que vous avez des nouvelles? Vous êtes du côté du 12e arrondissement. Absolument, je suis sur la 8e circonscription. C'est une grande partie du 12e et une petite partie du 20e. Oui, ça tombe au fur et à mesure et les résultats sont plutôt bons. Mais on va attendre la fin de la soirée parce que c'est important de rester serein dans une soirée comme celle-ci. Pour les écologistes, est-ce que vous avez des espoirs de conquête sur la capitale en particulier pour ces législatives? Je crois notamment sur une circonscription voisine dans le 17e arrondissement. Oui, tout à fait. La 3e circonscription, bien sûr, où Léa Balazs... Celle du ministre Stanislas Guerini. Absolument. Elle avait... failli battre finalement Stanislas Guerini la dernière fois. Donc il y a de bons espoirs avec une campagne extrêmement dynamique qui a rassemblé vraiment des milliers de personnes. Et on voit pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, le ras-le-bol aussi de la politique d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé au travers de cette campagne. Et donc oui, de bons espoirs effectivement sur cette 3e circonscription que nous aimerions bien ravir à la majorité. Lamia El Arrach, élue parisienne, bien sûr, vous êtes adjointe à la maire de Paris. J'imagine que vous regardez avec attention ce qui se passe dans la capitale. Oui, tout à fait. Et pour le coup, pour pondérer un tout petit peu, il n'y a que 8 bureaux qui ont été dépouillés à ce stade dans la 4e circonscription. Donc, c'est vraiment des résultats très, très, très partiels à ce stade. Pour le coup, nous, on a 18 circonscriptions à Paris, une participation qui a été extrêmement importante. Il n'y a pas de risque RN à Paris. C'est quand même une ville qui a résisté aux assauts de l'extrême droite. Et je pense que c'est aussi en grande partie lié à la politique ambitieuse que nous menons dans le cadre de la majorité de gauche avec laquelle nous dirigeons cette ville depuis 2001. Et c'est aussi la preuve et la démonstration que cette ville internationaliste, très cosmopolite, où il fait bon vivre et où il y a un très haut niveau de service public, réussit à endiguer la percée de l'extrême droite. On en est Stéphane Milosevic, on parlait de la grande banlieue. Vous poussez fort, on l'a vu aux européennes. À Paris, ça reste plus compliqué. Comment vous l'expliquez? C'est simple, c'est une ville avec une majorité de droite, j'allais dire, dans les beaux arrondissements, et une majorité plutôt de gauche dans les arrondissements les plus compliqués. Donc c'est sûr qu'on a du mal à percer dans cette grande ville, dans notre capitale, et on a de beaux espoirs quand même sur l'avenir, mais bon, on verra. Pour l'instant, on attend de voir les résultats définitifs pour se prononcer. Les électeurs parisiens apprécient la classification des arrondissements vus par le RN. Alors, en tout cas, ils vous le rendent bien. On va continuer à s'intéresser à quelques personnalités, quelques figures de gauche. On a déjà évoqué Rachel Keke. On va maintenant aller du côté du QG de Jérôme Guedj dans l'Essonne, le député sortant. Jean-Baptiste Patier, vous êtes à Massy. Est-ce que vous sentez les militants, les soutiens de Jérôme Guedj confiants ce soir ? Oui, ils sont plutôt confiants et Jérôme Guedj est confiant. D'ailleurs, le principal intéressé ce soir, puisque j'ai pu échanger avec lui il y a quelques instants, et il m'a dit que les premières tendances étaient en sa faveur. Alors, il reste évidemment
très prudent, mais cette tendance est plutôt, m'a-t-il dit, je le cite, rassurante. Je rappelle que Jérôme Gage est le député sortant, investi par le Parti socialiste dans le cadre de l'accord du nouveau Front populaire, mais il a refusé d'arborer le logo et les couleurs sur ses documents de campagne, et il affronte ce soir son ancienne suppléante de Génération, qui, elle, a choisi de se présenter avec un suppléant LFI, parce que c'est vraiment là, ici, le cœur du sujet dans cette circonscription, c'est la France insoumise. Jérôme Gage n'a pas voulu être nouveau Front populaire, car il ne comprend pas pourquoi LFI est dans l'union de la gauche, et ça, c'était absolument inconcevable pour son ancienne suppléante. Mais à l'heure actuelle, il serait en tête, d'après les toutes premières tendances dévoilées dans la 6e circonscription de l'Essonne. Merci Jean-Baptiste. Et vous nous faites signe, évidemment, si ça se précise. Autre personnalité de gauche dont on va suivre le sort avec attention ce soir, c'est la très médiatique Raquel Garrido, 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, Bobigny-Drancy. Marion David, Raquel Garrido en guerre ouverte avec Jean-Luc Mélenchon va tester la fidélité de ses électeurs, en fait. Oui, Marlène, son électorat ici à Bobigny, mais aussi à Drancy et au Bourget, va-t-il la suivre coûte que coûte ou se diriger vers le candidat officiel du nouveau Front populaire, Ali Diouara? Ce sont des désaccords internes médiatisés depuis plusieurs mois avec Jean-Luc Mélenchon qui lui ont coûté son investiture au même titre qu'Alexis Corbière. Malgré le soutien de plusieurs personnalités du département et malgré la règle au sein du nouveau Front populaire qui devait donner candidat à tous les députés sortants, Raquel Garrido est allée seule dans ce scrutin. Selon les premières estimations, à prendre avec prudence ici, elle serait derrière le candidat Diouara et il en est de même pour Alexis Corbière dans la circonscription voisine. Pour rappel, en 2022, Raquel Garrido avait réalisé un score de 37% au premier tour et de 53% au deuxième, seulement quelques points devant son adversaire de l'époque, Jean-Christophe Lagarde. Elle l'avait dévissé d'un poste qu'il occupait depuis 20 ans. À l'époque, elle était la seule candidate de gauche dans le cadre de l'accord de la NUPES. Merci Marion David, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Sur ce même plateau, il y a 2 ans, les résultats venaient de tomber et vous m'avez dit « la France est ingouvernable ». Finalement, les textes sont passés, ont été votés, des lois sont passées, parfois à coup de 49.3. Est-ce que ça pourrait être plus compliqué cette fois ? Ça risque d'être plus compliqué, parce qu'effectivement, des textes sont passés, mais enfin, on voit bien le pourrissement du système et le fait que les gens se retrouvent de moins en moins dans un pays qui a du mal à trancher, qui a du mal à gouverner. Et on peut se retrouver dans des situations extrêmement compliquées. On va avoir le choix, les électeurs auront le choix dimanche prochain entre une cohabitation avec un parti d'extrême droite au pouvoir. Ça serait la première fois que l'extrême droite serait élu, prendrait le pouvoir démocratiquement dans ce pays. C'est pas quelque chose de neutre. Ou réfléchir à autre chose. Autre chose, ça ne peut être qu'un rassemblement de tous ceux qui refusent les extrêmes et qui sont républicains. Temporaire, forcément. Par nature. Mais le monde politique est à recomposer. Le monde politique est à réinventer. Stéphane Milosevic, vous n'allez peut-être pas vouloir me répondre, mais si vous n'aviez pas de majorité absolue dimanche prochain, comment on fait ? Jordan Bardella a dit « je n'irai pas à Matignon ». Alors, c'est ce qu'il a dit. On verra d'ici 8 jours. Comment vous pensez qu'il peut changer d'avis ? Alors, moi, je pense surtout que les Français nous donneront une majorité absolue. Voilà. Donc, les estimations hautes sont à plus de 300 de ce que j'ai pu voir. Donc, ce serait suffisant pour avoir la majorité absolue. Pas tout à fait les estimations Lipsos. Lipsos, notre partenaire, donne le Rassemblement national et ses alliés, on le rappelle, entre 230 et 280 sièges. 280, ce serait suffisant. Bon, après, c'est une estimation. La majorité est à 289. Oui. Oui, non, mais justement, je pense qu'on ne sera pas dans un cas de blocage comme le suggérait M. Dugouin. On peut avoir la majorité absolue. Moi, j'y crois. Les Français en ont assez de la politique qui est menée depuis maintenant 7 ans et même avant avec M. François Hollande. Et ils en ont assez et ils veulent restaurer leur pouvoir d'achat, avoir plus de sécurité et d'ordre dans le pays et stopper un peu l'immigration. 75% des Français sont de cet avis-là. Et évidemment, je pense qu'ils mettront un bulletin un Rassemblement national dimanche prochain. L'ami à l'arrache, très rapidement, qu'est-ce qu'on fait si personne n'a la majorité absolue ? Écoutez, ce sera la responsabilité du président de la République de proposer une solution de sortie de crise. Moi, je ne crois pas que le pays ait été facile à gouverner ces 2 dernières années. La preuve, si on en est là, c'est qu'il n'était pas simple à gouverner. Emmanuel Macron porte une responsabilité énorme qui sera son boulet face à l'histoire. Personnellement, je n'oublierai pas, mes enfants n'oublieront pas. Et on sera un certain nombre à ne pas oublier la nasse dans laquelle il nous a mises. Et si jamais il n'y a pas de majorité absolue au soir du 7 juillet prochain, je pense qu'il faut une alliance de tous les
les progressistes humanistes, pour essayer de faire avancer ce pays, parce qu'on ne peut pas, nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes la France des Lumières, on ne peut pas accepter d'être gouverné par l'extrême droite et on ne peut pas non plus accepter d'avoir une situation de blocage telle qu'Emmanuel Macron l'a provoquée. Eh bien, ce sera le mot de la fin, en tout cas pour cette deuxième partie de notre soirée spéciale. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous sur ce plateau. Je sais que vous êtes attendus pour certains dans vos circonscriptions. On va faire une petite pause, le temps de jeter un œil aux résultats nationaux et d'accueillir nos prochains invités. Mais la soirée continue aussi, je vous le rappelle, sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se retrouve dans un petit quart d'heure à 22h10 avec sans doute encore plus de résultats. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants.